Alors que le mercato est fermé depuis le 1er septembre en France, Pablo Longoria cherchait activement une porte de sortie pour Cédric Bakambu, qui est devenu totalement indésirable au fil du temps. C'est très proche d'être fait puisqu'il va s'engager avec l'Olympiakos, c'est quasiment acté. Dans cet épisode d'ActuOM, on va évoquer les détails de son départ, en revenant aussi sur les quelques mois qu'il a passé au club, mais on parlera aussi des dernières infos avant la réception de Rennes, des sanctions éventuelles en Ligue des Champions, en faisant aussi un petit point sur l'infirmerie. De votre côté, que retenez-vous des quelques mois que Bakambu a passé à l'OM? Pensez-vous qu'il aurait pu être utile cette saison, ou fallait-il absolument s'en séparer? J'attends votre ressenti dans les commentaires. On commence directement par un petit point sur la réception de Rennes avec les dernières infos, même si on parlera de tout ça en détail dans l'avant-match comme d'habitude. Au niveau de l'infirmerie, les nouvelles sont pas hyper rassurantes pour Bailly, c'est peu de le dire. D'après l'équipe, il serait absent pour environ 3 semaines, suite à un problème musculaire à la cuisse qui vient s'ajouter aux pépins physiques qui ne l'ont pas épargné sur les dernières saisons. Il est forfait pour Rennes et loupera peut-être le match contre Angers et la réception du Sporting au LDC. En sélection, il loupera aussi le rassemblement très logiquement. C'est un coup dur pour l'OM parce que c'est un joueur d'expérience qui a montré de très bonnes choses. Et même si son erreur face à Francfort coûte cher, ça voudrait dire qu'on n'aura pas eu la défense type en Ligue des Champions, entre la suspension de Bemba et les blessures de Bailly et Gigot, tout en sachant que Touré n'est pas dans la liste. C'est pas très rassurant de voir les pépins physiques s'accumuler dans ce secteur de jeu. Contre Rennes, Gigot sera pas rétabli non plus d'après l'équipe, lui qui a aussi des problèmes musculaires à la cuisse. Chancel Bemba n'est pas à 100% pour le moment, mais devrait pouvoir tenir sa place en championnat ce week-end. En tout cas, Kolasinac sera présent après être sorti en LDC par simple précaution, et vu les nombreux problèmes physiques en défense, on comprend le staff. Avec ces deux absences confirmées, M'Madi viendra sûrement faire le nombre, et on aura peut-être l'occasion de voir Isaac Touré, même si on partirait plutôt sur un trio Bemba, Balerdi, Kolasinac, si on suit les choix de Tudor depuis le début de saison. On en reparlera dans l'avant-match, en espérant ne pas avoir d'autres mauvaises nouvelles d'ici là. Autre information sur l'affluence attendue au stade, la Provence explique que le club vise la barre des 60 000 spectateurs. Il y avait déjà 57 000 billets vendus ce mercredi, et actuellement la tendance est plutôt à l'optimisme en interne. Le stade est à guichet fermé depuis déjà pas mal de matchs, et le soutien s'annonce encore très important pour espérer enchaîner une 7ème victoire consécutive en championnat, et effacer le souvenir de Francfort qui a été une vraie désillusion. Par rapport aux incidents d'OM Francfort et les fumigènes lancés dans le parcage allemand, RMC Sport explique que le sursis de la saison dernière devrait tomber, et l'OM devrait donc logiquement écoper d'un match à huis clos en Ligue des Champions. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle parce que le peuple marseillais mérite d'assister au match européen et de communier avec l'équipe pour tenter d'accrocher quelque chose. L'OM a réagi aux incidents par un communiqué officiel hier soir en expliquant que ces incidents entachent l'image du club et de ses supporters. Ils affirment vouloir identifier les auteurs des jets de fumigène pour les bannir définitivement du stade, à voir quand la sanction sera confirmée, mais ce serait un coup dur d'être privé des supporters en LDC, surtout dans nos situations après 2 journées. On enchaîne sur les joueurs marseillais qui vont partir en sélection pendant la trêve internationale. Concernant l'équipe de France, on a 2 Marseillais dans la liste, avec Guendouzi qui enchaîne un nouveau rassemblement, et Jonathan Klaus qui espère connaître une 5ème sélection en bleu, et confirmer qu'il peut être une solution de choix pour le mondial. Gerson n'a pas été convoqué par Tite pour le rassemblement avec le Brésil, il a plus joué avec la Seleção depuis le 17 novembre et 11 petites minutes contre l'Argentine. Il ne semble pas être une priorité pour son coach à quelques semaines de la Coupe du Monde. De son côté, Harit a été sélectionné par Walid Regragui, le nouveau coach des Lions de l'Atlas, qui lui accorde sa confiance, et Harit devra confirmer ça pour aller jouer une 2ème Coupe du Monde dans quelques semaines. Il affrontera d'ailleurs Alexis Sanchez pendant ce rassemblement, qui est sans surprise dans la liste du Chili pour les amicaux. Issa Kaboré fait lui aussi très logiquement partie de la liste du Burkina Faso, avec qui il avait réalisé une super Coupe d'Afrique des Nations. Kolasinac fait lui aussi partie de la liste de la Bosnie pour les matchs amicaux. On évoquera probablement la liste du Sénégal dans les prochains jours, qui sort vendredi il me semble, avec peut-être la sélection de Pape Gueye et de Bamba Dieng, même si son temps de jeu inexistant pourrait changer les choses dans l'esprit d'Aliou Cissé. Concernant la suspension de Bemba en Ligue des Champions, on espérait qu'il ne prendrait pas 2 matchs parce que ce sera très important de pouvoir compter sur lui face au Sporting, un club qu'il connaît très bien. Il a joué dans le championnat portugais pendant 4 ans, et même au-delà de ça, c'est un vrai leader pour notre défense. D'après Karim Attab de Maritima, malgré le rouge direct, il n'aurait écopé que d'1 match de suspension, une excellente nouvelle qui est un peu passée inaperçue, mais avec l'absence potentielle de Bailly face au Sporting, ça nous évite de devoir se priver de 2 joueurs expérimentés et très importants sur ce début de saison. On passe maintenant à l'info la plus chaude de ces dernières heures. Cédric Bakambu quitte l'OM pour s'engager avec l'Olympiakos. C'est le dernier jour du mercato grec et d'après la Provence, il va être libéré de son contrat pour s'engager avec le club grec qui dispute l'Europa League cette saison. Après avoir refusé plusieurs offres, notamment turques, dans les dernières heures, il a été totalement écarté. Une sanction alors qu'il savait qu'il n'était pas dans les plans du coach, la direction avait été plus que claire avec lui à ce niveau-là. Derrière, il n'a pas été
inscrit en Ligue des Champions alors qu'il voulait rester pour la jouer, et en championnat on l'a vu en tribune. La direction a bien montré qu'il ne comptait pas sur lui, et visiblement ça a fonctionné parce que son départ devrait très vite être officialisé. RMC parle d'un transfert gratuit pour se débarrasser de son salaire. La question du salaire justement qui a été le point de bascule de son passage à Marseille, on s'est rendu compte que son rendement était pas à la hauteur de l'investissement qui a été placé sur lui. Faut rappeler que la prime à la signature avait été lissée sur son salaire mensuel, ce qui donnait des salaires de 400 000 € par mois, et ça pesait malgré tout énormément sur les finances, d'autant plus quand le joueur n'arrive pas à s'imposer. Il est arrivé en Grèce en début d'après-midi, il y a une vidéo qui a circulé où on le voit à l'aéroport, et si on en croit les informations de Nikos Kodzis, il va signer un contrat de 2 ans avec une année optionnelle, l'Olympiakos qui pourrait devenir un club ami, puisqu'on leur a déjà prêté Konrad cet été, avec une option d'achat de 4 millions d'euros d'après les médias grecs. Bakambu rejoint une équipe qui a fait un recrutement assez ambitieux, avec les arrivées de Marcelo, de Rames Rodriguez, Versalco à droite, et qui a des joueurs expérimentés comme Socrates, Manolas, Valbuena, El Arabi, et des éléments plus jeunes comme Konrad qui est prêté là-bas cette saison. Une belle équipe sur le papier qui a sûrement influé sur le choix de Bakambu qui voulait rester à la base. Son passage restera en tout cas très contrasté à l'OM, on retiendra le but du break contre Lens, ceux contre Metz et Nice qui ont été très importants dans la course à la LDC, on pense bien sûr au 4ème contre Strasbourg qui aurait pu être encore plus mémorable si derrière ils avaient vraiment sifflé le penalty et qu'on s'était qualifié grâce à nous-mêmes. Il a joué un rôle dans notre qualif en Ligue des Champions avec ses buts importants, mais à côté de ça, il aura jamais vraiment réussi à s'imposer, et avec du recul, son arrivée soulève beaucoup de questions. Quel a été l'intérêt? Moi de mon côté, je le voyais comme une recrue qui anticipe le futur départ de Milik, mais dans le jeu il a jamais convaincu, et le départ du Polonais a rien changé du tout, puisque derrière il a été placardisé. On n'a jamais pu voir le Bakambu de Villarreal, son retour en Europe a été timide, et il doit s'adapter à nouveau aux exigences des championnats européens. Ça fait une belle économie pour la masse salariale, est-ce que ça va ouvrir la porte à un recrutement en tant que joker, ou est-ce que ce sera plutôt cet hiver? Faut imaginer que si Sanchez se blesse, il reste que Suarez derrière qui n'a pas encore vraiment convaincu, Bamba qui aura sa chance on l'espère, une recrue sur le fond de l'attaque qui serait pas une mauvaise idée, et j'en profite pour faire une petite dédicace à mon ami Massilia, puisqu'on pensait à Steffi Mavididi quand on discutait de ça il y a quelques jours, et qui se fondrait bien dans le style Tudor. Pour le moment il n'est pas encore opérationnel puisqu'il s'est blessé début août, ce serait une recrue intéressante, même si de mon côté j'aimerais vraiment Moïse Kean, mais à voir si c'est faisable cet hiver éventuellement. En tout cas on sait que Longoria a déjà pensé à Mavididi il y a quelques temps puisqu'il était annoncé sur les tablettes de l'OM il y a plusieurs mercatos. Il y a un autre profil à scruter, faire une doublure au poste de piston gauche. Je pensais à Quentin Merlin que Nantes voudra sûrement pas lâcher en plein milieu de saison, d'autant plus qu'il joue la C3. Ça peut être pas mal pour doubler le poste de Tavares, à voir si Longoria optera pour un renfort rapidement ou s'il fera plutôt les ajustements en mercato d'hiver. On sera attentif à tout ça, mais mine de rien il y a quelques manques dans l'effectif, notamment à ce poste de piston gauche où il faut une doublure fiable, ce poste aussi d'attaquant de pointe même si Dieng pourrait très clairement être la recrue, s'intégrer dans ce que demande Tudor avec beaucoup de facilité, mais pour le moment il a pas encore fait son retour sur les feuilles de match. On sait aussi que Longoria parlait de faire de la place pour les jeunes sur lesquels le club a investi, à voir si certains auront des opportunités de jouer un peu. Pour le moment c'est pas gagné avec Tudor, sachant que les choix sont déjà difficiles à faire, mais j'espère que certains jeunes viendront combler les absences et gratter quelques minutes par-ci par-là en prenant un peu d'expérience en Coupe de France. On sera évidemment attentif au groupe pour le match contre Rennes, pour voir si Dieng fait son retour et si Madi sera retenu pour faire le nombre en défense centrale au regard des absences. De notre côté, on arrive à la fin de ce petit épisode d'Actu OM hors mercato pour la plupart des infos, mais avec le départ imminent de Bakambu à l'Olympiakos, le marché des transferts revient un peu sur le devant de la scène pendant quelques heures. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne à se référencer, et n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie. On se retrouve très vite pour faire l'avant-match d'OM Rennes. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.